commencer par vous parler de moi. Donc, je suis jardinier botaniste de formation, donc un jardinier qui s'est un petit peu initié à la culture scientifique autour de la gestion des collections de plantes. Et de vous dire que je suis francilien, val-de-marnais parisien que depuis 5 ans. Et que ce qui se passe actuellement autour des ressources... Ouais. Ouais. Oui, vous dire juste que ce qui est mis en place aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture autour des ressources phytogénétiques patrimoniales est très intéressant parce que les collections horticoles, qui n'étaient pas, on va dire, ma spécialité avant, est un objet assez particulier vraiment entre biologie et culture. Et donc là, je ne vais pas vous faire un exposé précis d'horticulture, de botanique autour du lilas. Je laisserai ça à Jean-François, que j'ai le plaisir de rencontrer physiquement aujourd'hui. Je vais plutôt vous inviter à une petite balade dans Paris autour de l'histoire et de la culture du lilas, et aussi à Nancy, voir un petit peu comment un même vivier génétique, dans un contexte historique donné, a donné des choses différentes sur 2 territoires particuliers. C'est bien celui-là. Voilà, ça y ressemble. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je sais que j'ai peu de temps. Je vais essayer de structurer ma pensée parce que c'est très intéressant, passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, j'y vais. Hop. Donc, tout démarre à Nancy. Et Nancy, pour l'horticulture, entre le milieu du 19e et du milieu du 20e siècle, c'est pas n'importe quel endroit. Et aussi, s'agissant des lilas et de lemoine, c'est pas n'importe qui. Donc je vais aller assez vite sur l'histoire du lilas. Donc introduit en Europe en 1563. Donc bon, on va aller très vite. Au départ, il s'agissait pas, comment dire, c'est un peu l'histoire des espèces qui sont améliorées. Le lilas est une plante ornementale qui est appréciée pour sa qualité ornementale. Évidemment, on part d'espèces sauvages, mais en faisant commerce, en échangeant sur les territoires où ils se répartissent, eh bien on arrive à des hybrides spontanés, à des choses un peu améliorées. Mais jusqu'à 1870, ce sont des hybridations naturelles, des améliorations, des variations qui ne sont pas toujours stables et reproductibles. On arrive à Victor Lemoine qui révolutionne un petit peu l'horticulture, enfin en tout cas il est l'emblème d'une révolution pour l'horticulture, qui est l'hybridation, la fécondation artificielle, qu'on a appelé plus tard l'hybridation. Donc pépiniériste à Nancy, il s'intéresse au lilas à partir de... D'accord. Un peu hors champ. Oui, pas de pression. Alors, il s'intéresse au lilas à partir de 1870. Alors, je ne vais pas faire un exposé précis, je vais aller un peu plus vite. Il a du matériel génétique, il le travaille, il le bidouille, et il arrive à quelque chose de nouveau. Alors, ça va un peu vite. Donc, voilà, on part d'un lilas en particulier. Il essaye de le féconder lui-même, il voit ce que ça donne. Il essaie de faire une fécondation sur à peu près 700 à 800 fleurs, et seulement 7 donnent des graines. Voilà. Là, il y a une révolution. C'est que son travail d'hybridation autour du lilas donne quelque chose de complètement différent. Il réinvente la plante. Elle donne une nouvelle potentialité. Sa variation donne de nouvelles potentialités. Alors, bon, je vais vite, parce que j'ai beaucoup de choses à montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il crée toute une série de lilas doubles à grandes fleurs qui paraissent inimaginables avant lui. Et qu'ensuite, son travail inspire d'autres obtenteurs qui vont aussi travailler autour de cette fécondation artificielle
Et le lilas horticole va se développer aux États-Unis, au Canada et en Russie, mais à chaque fois avec une certaine patte artistique, une certaine touche. Donc je reviens sur cette fécondation artificielle, qu'on a appelée la pratique de l'obtention. J'avais des extraits à vous montrer de colloques scientifiques. Il s'avère qu'un des colloques de la SNHF, une des questions principales, c'était, je crois que c'était en 1901, le rôle de la fécondation artificielle pour l'horticulture. Ça a ouvert tout un champ de perspectives, parce que là, dès lors, les variations, on va dire que les modifications, la plante améliorée, les modifications pouvaient se transmettre aux descendances. Je vais peut-être me calmer un petit peu et prendre mon support quand même. Bon, je vais peut-être me... Excusez-moi, je suis un peu impressionné. On est entre nous, c'est vrai. On est entre nous. Lorsqu'on avait une variation dans une plante, que ce soit un spore, une monstruosité, c'était intéressant. Le problème, c'est que selon qu'on cultivait la plante ailleurs, cette modification, elle disparaissait, elle n'était pas stable. La fécondation artificielle, elle garde cette variation-là, et en plus, on peut la transmettre encore par un travail d'hybridation et d'obtention à sa descendance. Donc là, c'est très intéressant. Et ça accroît les potentialités d'une plante. Si on prend le lilas, on n'a qu'une vingtaine d'espèces sauvages. Après, les lilas horticoles, ça développe bien plus de variétés et non d'espèces. Cette fécondation artificielle, elle est aussi l'objet d'un dialogue entre un monde savant, les botanistes, et des praticiens de l'horticulture, donc les horticulteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui les passionnent à ce moment-là. C'est de comprendre les mécanismes de transmission ou de fonctionnement de cette variation-là. Donc d'hérédité, on cite souvent dans les colloques des sociétés horticoles Darwin, on essaie de comprendre les mécanismes de l'évolution et des transmissions. Alors c'est un moment particulier. Si on prend un autre sujet de ce colloque-là, de ce congrès de la Société nationale d'horticulture de France en 1904, on aborde cette question de la fécondation artificielle et du rôle de Lemoine dedans. Il y avait aussi l'influence de l'électricité sur la culture des plantes. Donc vous voyez que c'est un moment historique assez prolifique où il y a de nouvelles sciences et de nouvelles techniques. Dans cette circulation des connaissances, il y a aussi des méprises ou des zones de friction. Si je pense à la systématique, donc l'art de classer les plantes entre elles, quand tous ces nouveaux objets que sont les plantes horticoles arrivent, on demande aux botanistes systématiciens de les intégrer dans la classification. Et là, ça cause parfois des problèmes parce qu'il y a un manque de cohérence entre des individus, donc des espèces ou des variétés cultivées qui ne sont pas exactement des unités taxonomiques identiques. Donc les botanistes ici présents pourront expliquer ça mieux que moi. Il y a un autre problème aussi qui est autour de la nomenclature. Souvent les horticulteurs miment la nomenclature binomiale de Linné en latin, et là ça pose aussi des problèmes, aussi quand ils utilisent des noms pour décrire qui miment un petit peu des descriptions morphologiques, et les horticulteurs justement dans leur nomenclature essaient de faire rêver les gens, voilà, parce que dans leurs plantes améliorées, dans leurs variations, il s'agit d'en faire commerce. D'ailleurs l'époque de Lemoine est le pape mondial de l'horticulture à l'époque, parce qu'il réinvente tout un nombre de genres de plantes, des plantes horticoles, et ça crée autant de nouveautés, de potentialités ornementales, donc un engouement des consommateurs et beaucoup de commerce autour de ça. Et le vecteur, on va dire, de la beauté ou de la variation de la plante, c'est son nom, en premier lieu. Alors il y a des noms qui sont aussi porteurs de l'identité d'un territoire ou de sa renommée. Beaucoup de genres de plantes de Lemoine, c'est gloire de Nancy, par exemple. Donc, quand on appelle aussi une plante le Vésuve, il y a une certaine connotation derrière, on attend quelque chose de cette plante-là. On peut aussi nommer la plante en l'honneur d'une personne, d'un événement historique. Donc le nom aussi d'une plante horticole est porteur
d'une culture, d'une histoire aussi. Alors, la plante horticole devient un objet artistique, une réinterprétation de la nature. Là aussi, on peut se poser la question de la plante horticole. C'est quoi? C'est un peu une chimère biologique. C'est peut-être une impasse. C'est une amélioration. Pourquoi? Pour le besoin de beauté de l'homme, pour son jardin. Mais on ne pourra la reproduire à l'identique que par un mode de reproduction végétative. Parfois, je pense que certains botanistes avaient un certain mépris pour les plantes horticoles, en ce sens qu'elles étaient un petit peu une chimère, une monstruosité, là où les horticulteurs cherchaient, on va dire, la dernière nouveauté, le Saint Graal, la variation, quelque chose d'assez intéressant. Donc on voit bien qu'une plante horticole est à mi-chemin entre patrimoine biologique, on s'en sert pour faire des nouvelles hybridations, et patrimoine culturel. C'est issu d'un territoire, d'un obtenteur, c'est porteur de l'histoire d'une personne, enfin, c'est assez multiple, un peu comme les poupées russes, à plusieurs niveaux. Alors, donc là je parlais de l'engouement des consommateurs. L'horticulture française rayonne à travers le monde et à travers le territoire de Nancy. Il faut savoir que M. Lemoine est arrivé en 1850 à Nancy. Quelques années après, il siège au conseil municipal de Nancy. Puis il est reconnu à travers toutes les sociétés horticoles européennes, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Il a la médaille, je ne sais plus comment ça s'appelle, le premier étranger à l'avoir. Société de Massachusetts aussi. Et il est considéré comme le père du lilas. Donc, Lemoine a créé tout un tas de nouveautés pour différents genres de plantes, mais vraiment pour le lilas, il est identifié pour avoir créé quelque chose de tout à fait nouveau. Donc le lilas est symptomatique d'une période charnière pour l'horticulture, et aussi le père du lilas, Lemoine, est vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour l'horticulture mondiale. C'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Alors, je vais boire un petit coup. Alors, je parlais de la plante comme objet artistique, comme création. Ce qui est intéressant avec le lilas, donc on part d'un nouveau vivier de plantes horticoles créé par Lemoine, mais l'influence aussi culturelle, artistique, sur deux territoires différents, donc Nancy ou le Val-de-Marne, n'est pas exactement la même. Donc Lemoine est un créateur de plantes assez prolifique, et à Nancy se développe un courant particulier de l'art nouveau. Alors l'art nouveau, qu'est-ce que c'est? Donc un art fondé sur l'étude de la courbe, la couleur, l'ornement, c'est surtout l'inspiration de la nature qui prévaut. C'est un art total, il investit tous les aspects de la vie quotidienne, l'architecture, la reliure, la ferronnerie, les décors. Il se développe surtout dans les grands centres urbains avec quelques artistes. Et c'est un art qui se démocratise. Les productions industrielles de cet art permettent des coûts plus réduits et ça se diffuse. Alors, un petit exemple d'art nouveau. À Paris, par exemple, le métro Libellule, porte Dauphine. L'affiche Rêverie d'Alphonse Mucha. Donc, Alphonse Mucha n'était pas français, il a résidé à Paris. Ce genre d'affiche-là, pour vanter une pièce de théâtre, ou sur des boîtes pour vendre des biscuits, voilà, c'était quelque chose d'assez enthousiasmant, assez nouveau, et les gens s'arrachaient ces affiches-là au départ, parce que c'était vraiment pour eux un objet d'art précieux, mais à la portée de tout le monde. Donc là, c'est Victor Horta à Bruxelles, donc l'architecture. Alors, dans ce mouvement-là de l'art nouveau, l'école de Nancy, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est assez fugace, hein. C'est encore un moment de l'époque,
un moment charnière, 19e, 20e, assez prolifique aussi au niveau de l'art. L'impressionnisme, par exemple, n'a duré que 10 ans. L'école de Nancy, c'est 8 ans. Donc la redécouverte du gothique flamboyant et du décor floral, les liens entre les artistes de l'école de Nancy et l'école forestière aussi. Donc les artistes avaient une approche, un regard scientifique sur la nature, et puis aussi des personnalités un peu atypiques, comme le japonais Okai Takashima, je ne le dis peut-être pas très bien, mais qui était aussi présent, qui a influencé ces artistes. Donc vraiment, dans cet art nouveau, il y a un regard, il y a une spécialité un peu plus florale, un peu plus centrée sur la nature et la botanique à Nancy. Alors comment ça s'illustre? Évidemment, les grands auteurs lorrains. On a quelques exemples pour les vitraux. Donc Émile Gallet, c'est le fondateur de l'école de Nancy. Botaniste aussi, exactement, qui était aussi... Alors, pour le Val-de-Marne, l'expérience est un peu différente. Là, je vous ai mis une carte florale de Paris sur le Figaro en mai 1891. Paris est un centre de production florale, il faut le savoir. Pourquoi? Eh bien, on est dans un grand centre urbain. Les gens n'ont pas forcément de jardin privatif. Au mieux, ils ont un petit balcon. Et il y a vraiment une demande, un besoin, l'émergence d'une industrie de la fleur coupée. On voit là, il y a une sorte de spécialisation de différents centres dans Paris intramuros et en proche banlieue. Là, on voit Vitry-sur-Seine, où c'est les forceries du village, je vais en parler plus précisément. Mais si je regarde Malakoff, c'est les plantes vivaces. La violette de Parme, l'hortensia, le muguet, le rosier, voilà. Pourquoi il y a une spécialisation? Tout simplement parce que se spécialiser dans une production particulière, ça permet de mieux former le personnel, d'adapter la culture, de produire en plus grand. Donc, une sorte d'industrialisation qui permet aussi de réduire les coûts. Et la fleur coupée se démocratise, elle devient à bas coût, elle se diffuse un peu partout. Donc c'est un peu comme l'art de l'école de Nancy, mais pour la fleur coupée. Alors, donc le Val-de-Marne a vraiment une tradition horticole. Vitry-sur-Seine s'appelait Vitry aux arbres. On y trouve aussi la roseraie de l'Aïle et Rose. Et la pépinière de la ville de Paris se trouve toujours à Rungis. Mandres-les-Roses, où se trouve la pépinière départementale, a encore une zone d'activité horticole. Est-ce que j'ai encore du temps, François? Parce qu'il y a plein de citations que... Un quart d'heure. Oh, je vais aller un peu plus vite. Alors, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Vitry-sur-Seine au début du siècle, on a vraiment on est porte de Paris, mais à la campagne. Donc l'urbanisation fait que la production des fleurs coupées, forcées, chauffées, se délocalise un peu plus au sud de l'agglomération. Donc je vais un peu plus vite. Vitry va devenir la capitale mondiale du forçage. Donc là, on a vraiment une technique particulière qui permet la production du lilas à contre-saison et d'offrir du lilas, de la fleur coupée du lilas de qualité aux Parisiens et même ailleurs à l'étranger, à toute saison. Évidemment, plus la fleur est à contre-saison, plus elle se vend cher. Alors, donc les techniques du forçage sont un peu spécialisées, développées au fur et à mesure des années. Au départ, c'était simplement des serres chauffées, et puis après, on a utilisé des procédés comme l'éthérisation. Qu'est-ce qui est intéressant? Le petit schéma, donc la culture en champ, ensuite le cernage en été, on les arrache, on les met dans un entrepôt, on les stocke dans un hangar, l'éthérisation pendant 2 jours, qui force le repos. Ensuite, voilà, vous avez un petit schéma
qui vont quand on fait du forçage. Alors, les lilas forcés, on les réutilisait. Ils ne donnaient des fleurs coupées que tous les 5 à 6 ans. 5 à 10 ans. Là, on voit un petit peu le travail fastidieux que c'était. Donc, les modes cernés qui sont déplacés dans les hangars, en fait, on les déplaçait par chariot sur des rails. Là, on voit une forcerie de lilas à Vitry, peu de temps avant sa fermeture, en 1968. Donc, on voit l'urbanisation galopante et aussi que chaque serre est spécialisée dans une étape clé de la production. Alors, le lien entre cette production industrielle de fleurs coupées et les créations de Lemoine. Eh bien, Victor Lemoine a vraiment soutenu cette production-là en développant différentes obtentions pour la fleur coupée spécialement, et notamment une des grandes dynasties de forceurs de lilas qui était la famille Souchet. Lemoine a donné une variété en hommage à Madame Charles Souchet, qu'on voit ici. Donc il y avait vraiment une reconnaissance et un lien, on va dire, et c'est intéressant de voir qu'il y a presque, comment dire, que la création du vivier génétique se fait à Nancy, et la production industrielle, presque comme délocalisée, se fait plutôt à Paris. Donc l'apogée, c'est entre 1900 et 1914. Après-guerre, effectivement, ça se termine. Alors, les raisons du déclin. Chose intéressante. Manque de rationalisation, de modernisation des installations. En fait, les succès des premiers temps fait qu'on se repose sur ses lauriers et on ne pense pas un petit peu à la performance économique. Le fait que les forceurs se considéraient comme des artistes, le manque d'ouvriers qualifiés pour un travail pénible, et que le fait que le lilas soit forcé tous les 5 ans, ça immobilise beaucoup de terrain, et l'urbanisation est galopante. Donc là, on voit un petit peu une image assez intéressante, c'est la fin des forceries de lilas. On voit encore des champs de lilas au milieu des immeubles. Alors la culture du lilas, le lilas dans la culture parisienne. Donc là, j'évoque simplement une chanson, le lilas blanc de Théodore Botrel. Donc c'est une fraîche jeune fille, aussi belle qu'un lilas, elle tombe amoureuse, son amant la délaisse, elle meurt, et sur sa tombe ensuite refleurit un lilas à chaque saison. Donc c'est très poétique, assez sombre et triste. Théodore Botrel, il a fait ses armes au cabaret du Chat Noir sur Montmartre. Et donc là, petit voyage dans le temps, 1904-1965, donc Charles Aznavour, Montmartre en ce temps-là, accroché s'il a jusque sous nos fenêtres. Donc la bohème, ça veut dire on est heureux, tu es jolie, on a 20 ans. Donc là, ce n'est pas un sentiment d'amour, c'est une expérience presque sociale dans la vie. C'est comment, à travers le souvenir d'une fleur, on se rappelle d'avoir vécu avec des gens dans un endroit, dans un contexte particulier. Alphonse Karr, donc, journaliste au Figaro, grand intellectuel aujourd'hui un peu méconnu, contemporain de Victor Hugo, qui était un peu un esprit un peu irrévérencieux. Notamment certaines de ses sentences, un excellent jardinier ou un excellent poète, et vous apprécierez celle-là, la botanique c'est l'art de sécher les plantes entre les feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin. Donc il avait effectivement, donc il a vécu à Paris, après il s'est un petit peu fâché avec le pouvoir et Napoléon III, il est parti à Nice où il a développé une activité horticole, la floriculture. Pardon ? Grâce au train, oui, effectivement. 2 textes. Dans les fleurs animées, il écrit 2 catégories de personnes. Il fait une éloge de la beauté des fleurs. Il les pose dos à dos. Les botanistes qui ne s'intéressent qu'à la pureté et à la nature, qui déconsidèrent les plantes horticoles, et les amateurs de plantes horticoles, les collectionneurs, qui ne cherchent que la nouveauté, qui n'apprécient pas les plantes pour elles-mêmes. Dans Rose et Chardon, ou la politique au jardin, il parle de Paris, et c'est là le fait que et les ouvriers et les aristocrates emmenaient leur famille aux abords de Paris pour profiter, pour pique-niquer avec du lilas. Enfin, voilà. Il y a aussi une expérience sociale, de différentes classes sociales dans la ville, et il évoque un endroit, les abords de Romainville, du Prince Saint-Gervais. C'est une commune qui va se créer plus tard, la création de la commune des Lilas en 1867, donc aux portes de Paris, banlieue nord-est,
Pourquoi les lilas? Tout simplement parce qu'il y avait c'était un bois, c'était un peu sauvage, il y avait des lilas qui poussaient, et surtout il y avait l'activité des guinguettes qui se développait. Donc la guinguette, voilà, vous êtes jeune, vous voulez un petit peu partir de la ville, draguer, profiter, boire du vin, là, vous allez à la guinguette. Voilà, vous affranchir un petit peu. Mais pas que les jeunes d'ailleurs, effectivement. Mais c'était un peu un espace de respiration. Donc là, encore une fois, une expérience sociale. Comment on vit dans la ville et qu'est-ce que symbolise le lilas? Le lilas, c'est une couleur, c'est un parfum. On peut l'associer au sentiment, on peut aussi l'associer au printemps comme un métronome dans sa vie et à des lieux. Donc, si je compile tout ça, les sentiments, l'art, la poésie, la culture, les rapports sociaux dans la ville, on voit bien que la plante a un rôle sociétal. Voilà. Ressources phytogénétiques patrimoniales, c'est l'expérience de la plante, réinventée ou naturelle, dans un endroit donné. Là, on voit le tramway. Évidemment, l'urbanisation fait son œuvre, le chemin de fer devient souterrain. Oui, la ville des Lilas, ce qui est intéressant, il n'y a plus de lilas dans la commune des Lilas, mais il y a un logo et surtout une devise. J'ai tes fleurs, je suis cité. Ça, c'est un programme. Chose intéressante, quand j'interroge mes amis qui habitent aux Lilas, ils n'ont plus aucune mémoire de cette histoire-là. Évidemment, quand on se promène dans le Val-de-Marne, on voit du lilas sauvage qui pousse dans les allées un petit peu partout. De la même manière que Jean-François me disait que dans les jardins à Nancy, on retrouve du lilas. Là, avec l'urbanisation, on ne trouve plus de traces. Mais, quelque part, la réminiscence se trouve dans la devise et dans la couleur. Oui, le poinçonneur des Lilas, chanson de 1958. Il faut savoir que la ligne de métro des Lilas est la plus profonde, à tel point qu'elle avait été utilisée par l'armée allemande comme bunker, comme atelier de réparation. On peut comprendre un petit peu la frustration du poinçonneur des Lilas sous terre, alors même que Lilas était connu pour un petit peu la campagne à la ville. Alors, là, je vais en revenir un petit peu aux problématiques de gestionnaire de collection et de ce qui se met en place par le ministère. Je survole un petit peu. Donc, la constitution de la collection Lilas au Val-de-Marne. Alors, Vitry célèbre toujours le lilas par une fête. Donc ça, c'est la culture populaire qui perdure par la volonté politique. Et puis, le département a décidé, à partir des années 90, qu'il fallait recréer une collection de lilas. Donc, les lilas se sont trouvés un petit peu dans les pépinières françaises et beaucoup par échange à l'international. C'est un peu pareil pour Nancy, on va le voir après. Deux sites différents, le parc des Lilas, qui avait été créé spécialement pour ça, et puis la culture populaire perdurant toujours un peu, les lilas dans le parc des Lilas, donc parc ouvert, les gens cueillaient les lilas. C'était une tradition qui perdurait. Pour préserver une collection végétale, c'est pas le meilleur. Donc, site fermé, la pépinière départementale à Mandres-les-Roses. Aujourd'hui, la collection de lilas est préservée sur ce site. À Nancy, pour les quelques informations que Jean-François a pu me donner, il s'agissait d'un don financier, donc des pépinières Crous, des descendants, encore une grande famille, une grande dynastie horticole de Nancy. Création de l'association des Amis du Jardin Botanique. Et puis, par rapport à ce patrimoine-là local horticole, pour le reconstituer, il a fallu faire des recherches. Les recherches, c'est pas seulement les pépinières, c'est aussi un travail d'identification bibliographique, d'identification. Ce qui est très compliqué avec les plantes horticoles, c'est que une fois qu'on perd leur identité, on ne sait plus comment elles se nomment, il faut à nouveau les authentifier. Et là, c'est compliqué, puisque la variation peut donner tellement de choses différentes que il faut un faisceau d'indices, il faut des photos, il faut des catalogues de pépiniéristes, il faut tout un tas de choses pour s'assurer de l'identité. Pour lui, là, c'est très compliqué parce que l'élément distinctif, c'est la couleur de la floraison. Or, la floraison a différents stades, donc oui, c'est extrêmement compliqué. Je vais y revenir dessus. Mais voilà, chaque type horticole a des éléments de caractérisation qui sont différents au niveau morphologique. Donc là, pareil aussi, alors c'est quand même assez inouï que ce patrimoine-là commun
avec une origine unique sur 2 territoires assez proches, finalement national, pour les reconstituer, il a fallu partir à l'étranger. Ça vous montre un petit peu le risque. Alors, qu'est-ce qu'une collection de plantes? Bon, facilité, je prends la définition du CCBS, qui est très bien adaptée. Plantes cultivées dans un état durable et représentatif de leur performance végétative, avec des bonnes connaissances de leur origine et de leur taxonomie, variabilité. En gros, une collection végétale, ce sont les plantes et les documents ou l'information qui sont associés aux variétés. C'est toujours bien de le rappeler. Quand on a une base de données, quand on a des aquarelles, quand on a des catalogues de pépiniéristes autour de sa collection végétale, ça fait partie intégrante de la collection. Différents types de gestionnaires. Donc là, on est dans un jardin botanique, institution dédiée à la conservation des plantes. Mais parfois, les collectionneurs, les gestionnaires de collection, c'est un particulier qui a du temps et un peu d'argent, qui s'initie à la culture botanique, qui, au gré des opportunités ou des échanges, constitue une collection. Ce sont des objectifs différents. Au départ, ça peut être un intérêt particulier. J'ai cette collection de plantes parce qu'elle est belle, parce qu'on me l'a transmise, parce que je vais en faire de la pédagogie, parce qu'elle est liée au territoire. Mais l'objectif de conservation, il n'est pas d'emblée, il ne vient pas, il ne s'impose pas. Ce qui se passe au bout d'un certain temps, c'est que le collectionneur, appréciant sa collection végétale, sa complexité, sa richesse, son histoire, prend conscience qu'elle constitue un patrimoine et donc cherche à le préserver. Différents périmètres dans les collections. Qu'est-ce que vous représentez dans cette collection? Les lilas juste bleus, les rouges, les lilas de Nancy, les lilas du Kazakhstan, je ne sais pas. Vous avez des thèmes, vous avez des périmètres. Ça, c'est un petit peu ce qui est demandé par le ministère. Ce sont des questions qui sont demandées. Alors, quand on fait les échanges de plantes, s'impose le respect de la législation et des statuts juridiques des accessions. Là, je survole un peu ce qui est demandé par le ministère en tant que gestionnaire de collection. On a évoqué la Convention sur la diversité biologique, on a évoqué Nagoya, l'accès au partage des avantages, le TIRPA. Bon, en gros, ce qu'il faut, c'est que quand vous échangez du matériel végétal, il faut que vous documentiez, il faut que vous traciez un petit peu vos échanges. Il faut se forcer à cette culture-là. Les scientifiques, les institutions botaniques ont un petit peu l'habitude. Pour les collectionneurs plus privés ou les amateurs éclairés, ça n'est pas évident. La multiplication, multiplier du lilas, c'est peut-être des techniques de greffage particulières, c'est peut-être un temps particulier, c'est des connaissances, c'est du temps, c'est des gens qualifiés. Et puis dans une collection, il faut définir qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous jetez. Alors le choix il peut être simple, la plante est malade, ou on m'a donné la plante, c'est une opportunité. Mais vient un temps où il faut se poser d'autres questions. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'authentification des éléments de caractérisation, donc les monographies, les descriptions morphologiques, les photos. La nomenclature, c'est intéressant. C'est le standard international. C'est la chose fondamentale qu'il faut respecter. Si je veux échanger de l'information sur un individu, qu'il soit espèce ou variété, je dois bien l'identifier, je dois parler de la même chose. C'est très compliqué la nomenclature s'agissant des plantes horticoles, encore plus si on tombe sur le coup des marques déposées, donc les noms de cultivars. Il faut qu'elles soient à jour, il faut qu'elles soient comprises. Voilà. C'est vraiment le sujet central. Et quand on est quand on est un gestionnaire de collection, il faut être très rigoureux et s'initier à ces problématiques-là. La transmission des savoir-faire. Alors ça, pareil. Collection végétale, plantes et information qui est associée. Et je rajouterai savoir-faire aussi, qui permet la culture et la pérennisation de la collection végétale. Ce qui s'est passé au département du Val-de-Marne, c'est qu'on n'avait plus aucun greffeur. Ce savoir-faire s'était perdu pour les lilas et pour les roses. On l'a retrouvé à la pépinière de la ville de Paris, à Rungis, dont les jardiniers avaient été formés des décennies avant par les jardiniers du Val-de-Marne. Voilà. Donc c'est une circulation des savoir-faire. Mais si je parle de conservation, il faut que je considère tous ces aspects-là. Alors, la problématique des gestionnaires.
Chose intéressante, plantes horticoles, patrimoine biologique et culturel. Comment on peut apprécier l'aspect patrimonial d'une plante? La plante elle-même, création artistique, beauté, voilà son nom, son histoire, le lien qu'elle a avec le territoire, plus ou moins étroit, les savoir-faire qui sont associés. Pour le lilas, les choses sont assez simples. Pourquoi? Le moine a fait à peu près 214, précisément, 214 hybrides. En ayant discuté avec Jean-François, des lilas, des créations modernes de lilas, il y en a très peu. Apparemment, les derniers sont les pépinières françaises, françaises, miniers des années 2000. Mais en gros, on va dire, il n'y en a pas des milliers des lilas français. Si on prend d'autres genres de plantes dont la création variétale est prolifique, évidemment, si on s'intéresse, si on décide de faire de la conservation et de la conservation en réseau, il faut attribuer de la valeur aux plantes. On ne va pas toutes les conserver juste parce qu'elles ont été créées. Comment on fait? Comment on attribue de la valeur aux plantes? C'est souvent les prix, la reconnaissance de la filière, les prix horticoles obtenus, la quantité vendue qui est synonyme de succès commercial. Alors, ce n'est pas toujours signe que la plante est de qualité. Hein, je vais nuancer ça. La considération des experts, donc les dires d'experts, et si la plante a eu un rôle de géniteur, si elle a été utilisée comme matériau biologique pour la création variétale. Donc on voit chimère biologique, mais en même temps, vivier génétique quand même pour la création variétale que les plantes horticoles. Ça, c'est des discussions que j'ai pu avoir en tant que gestionnaire avec le GEVES, avec l'INRA, et c'est comme ça qu'on arrive à se dire, voilà, dans ma collection, j'ai des places limitées, je vais faire un effort de conservation avec d'autres gestionnaires, et comment je vais choisir et attribuer de la valeur à mes plantes. Voilà. Donc, on a parlé des ressources phytogénétiques patrimoniales. Ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est le lien avec le territoire. Donc, je vous ai fait un exposé un peu stressé et succinct de l'histoire du lilas sur le territoire de Nancy et de Paris, mais c'est vraiment pour vous replonger là-dessus. Chose intéressante, la conservation pour les plantes sauvages. Il y a deux types, in situ dans l'habitat naturel et ex situ en dehors de l'habitat naturel. Si je voulais jouer un petit peu avec le vocabulaire, je dirais que les plantes sauvages, elles sont dans leur milieu naturel, elles sont là, en troupeau, là elles sont bien, elles vont se multiplier par graines, par reproduction sexuelle, pas de problème, plantes sauvages. Et puis ex situ dans les jardins botaniques, on va appeler ça les plantes botaniques. Parfois, les jardins botaniques proposent des index séminum, mais bon, la reproduction naturelle, elle est moins évidente quand même. Il faut s'assurer qu'elle soit pure. Pour les plantes horticoles, c'est compliqué. Ex situ, in situ. Ce qui est intéressant, c'est que pour avoir parcouru un petit peu le TIRPA, les traités internationaux, eh bien, émerge l'idée que finalement, une création variétale, son habitat naturel, c'est peut-être le territoire où elle est émergée, ou en tout cas où elle a eu une histoire. Ça, c'est intéressant, ça m'intéresse, et si moi je suis gestionnaire de collection et que je veux faire de la préservation, je vais intégrer la notion territoriale comme une information d'habitat, j'allais dire. Si le lilas était très riche, très prolifique, et qu'il y avait des gestionnaires de collection dans toutes les régions, eh bien on pourrait se dire que naturellement, les gestionnaires vont d'abord conserver les meilleurs lilas issus de leur territoire. Ça serait une idée. Qu'est-ce que j'ai marqué après? Alors oui, je parlais d'aménagement du territoire. Monsieur Potts a évoqué tout à l'heure, je pense, que ce patrimoine horticole lorrain reconstitué servait à des partenariats commerciaux, en tout cas à une diffusion de ce patrimoine-là pour stimuler la filière ou pour la valoriser. Je travaille pour une entité publique territoriale. Ce patrimoine-là des lilas qui a marqué le territoire reconstitué, ça serait bien dans des programmes d'aménagement avec des partenariats avec des pépinières, je ne sais pas moi, de le diffuser. Après, il reste à savoir si ça n'en rentre pas en conflit avec la constitution d'une collection nationale
voilà, savoir ce qu'on peut en faire. Mais ce qui est incroyable, c'est la paupérisation qui est proposée à la vente du lilas, et même d'autres plantes. Je parlais tout à l'heure du déclin du forçage du lilas. Il s'explique aussi par, on va dire, un État qui s'est spécialisé dans l'industrie horticole, les Pays-Bas, qui, eux, ont des coûts très très bas. Alors c'est simple, hein, par rapport au forçage du lilas, le gaz qui chauffait les serres était subventionné, la nappe phréatique était très peu profonde, les terrains beaucoup plus légers, et il y avait vraiment, de la part des professionnels, une considération de filière, c'est-à-dire qu'on pensait d'abord aux intérêts de la filière, enfin aussi aux intérêts de la filière et à sa propre entreprise. Le revers de la médaille, c'est que les vrais orfèvres de l'horticulture, ils se trouvaient en France, à mon sens. Aujourd'hui, les plateformes ou les grands centres de production horticole ont perdu en gamme. Voilà. Encore un commentaire, on se finit. Je voulais parler de quelque chose qu'on a fait. On a eu des problèmes dans le champ de la pépinière départementale où on préserve notre collection de lilas. On a eu des problèmes d'inondation et de nuisibles. Donc c'est très bien, on a fait un dossier subvention collection auprès du ministère, on a été lauréat, ça a été porté par le CCVS. Très bien, on a obtenu une subvention. Le ministère nous demande légitimement de contribuer à une collection nationale de lilas, tôt ou tard. Et donc on va devoir verser en collection nationale certaines variétés de lilas pour les préserver avec d'autres gestionnaires sur le territoire national. Très bien. Ce que moi je ne connais pas encore, et ce qui est intéressant aussi lors de ce colloque, c'est de connaître les modalités pratiques. Chaque gestionnaire est particulier. Une petite structure n'a pas forcément les compétences pour prélever du matériel végétal ou la reproduire. Les demandes qui seront faites pour accéder à cette collection nationale des citoyens ou d'autres institutions, eh bien, comment on priorise les demandes, comment on finance, voilà, il y a des choses aussi particulières. Et puis, ça voudrait dire aussi qu'il y a une coordination entre gestionnaires. Pour un genre, par exemple, pour les lilas. L'idéal, ça serait que je me mette en relation avec Nancy, avec d'autres jardins qui conservent du lilas. Qu'en ayant identifié les lilas qui ont une vraie valeur patrimoniale en France, donc là c'est facile, c'est les Lemoine, il n'y en a que 200, eh bien, je m'assure qu'il y ait au moins des exemplaires de chaque variété dans 2 endroits différents, pour réduire les risques. Voilà. Ça, c'est l'influence du CCVS. Hein. On va quand même... parce qu'ici, on est quand même des professionnels, certains stressés, mais quand même. Mais sérieux, c'est enthousiasmant ce qui se passe. Je voudrais aussi évoquer autre chose, c'est que quand récemment, ces dernières années, on a intégré un autre réseau qui s'appelle la Société internationale du lilas, que Jean-François connaît probablement aussi, qui se réunit chaque année. Donc, elle est représentée par beaucoup de membres des États-Unis et de la Russie, parce que le lilas a une importance considérable là-bas. Et cette société internationale s'intéresse sur les problématiques de gestionnaires qui s'occupent du lilas. La nomenclature, l'identification. Elle développe un système, on va dire une charte de couleurs pour identifier le lilas. Cette société, puisque j'y adhère, le département du Val-de-Marne y adhère maintenant, m'a donné toute la nomenclature à jour du lilas, avec une photothèque. Elle me donne des conseils sur la multiplication du lilas. Donc on voit bien que pour les collections végétales qui sont les plus emblématiques, les plus choyées, les plus aimées, il y a déjà eu des tentatives d'organisation, soit de façon nationale, il y a des sociétés nationales pour les roses, pour d'autres choses, soit à l'international. Ce qui est intéressant, c'est que le ministère de l'Agriculture s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les céréales et les plantes utilitaires et l'agronomie, il y avait aussi des plantes horticoles, qui sont un peu bizarres, bon, je provoque un petit peu.
ce que je veux dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un statut pour ces collections horticoles qui apparaît du ministère. Je ne vais pas dire statut, c'est peut-être un peu fort. Moi, j'espère qu'il y a un statut. L'émergence et la conservation des lilas en Val-de-Marne est due à la volonté politique départementale qui est infaillible depuis des décennies. Les espaces verts ne sont plus de la compétence obligatoire des départements. J'évoquais la roseraie départementale du Val-de-Marne à Île-et-Rose. Ce qui est protégé à la roseraie, actuellement, c'est le jardin en tant que concept paysager. Les variétés végétales là, qui sont très rares et précieuses, elles ne sont pas dans les radars institutionnels de l'État français. Ce qui se passe actuellement, c'est bienvenu. Et puis, ça met en perspective, ça vient un petit peu concrétiser tout ce que je vous ai développé là par rapport au lilas. C'est très intéressant. Ce que j'espère, c'est que ce cadre institutionnel, avec son langage, sa culture scientifique, crée une synergie avec les sociétés horticoles et les gestionnaires, quelle que soit leur typologie, quelle que soit leur connaissance, et non pas des contraintes. Et qu'il y ait vraiment une dynamique qui s'inscrit et qu'on arrive vraiment à avoir toutes ces ressources patrimoniales horticoles dans les radars et qu'elles soient bien conservées de façon harmonieuse et qu'on rationalise aussi les efforts, parce que ça serait un petit peu bête que tous les collectionneurs de lilas français et tous les cultivars de Lemoine, en 4 exemplaires, ça serait un peu idiot. Par contre, là aussi, je parlais du périmètre. Chaque gestionnaire de collection est souverain dans le périmètre, dans ses choix, dans ses thématiques. Demain, s'il participe à la collection nationale, et que la coordination nationale vient dire, toque à la porte et dit attention, cette variété-là de Lemoine, elle a disparu ailleurs, il faut que vous la conserviez, ben là, je ne vais pas dire qu'il y a une ingérence, mais on doit en tant que gestionnaire comprendre aussi nos obligations et ce qu'implique de préserver ce patrimoine-là. Voilà pour ce tour de perspective tout à fait brouillon, stressé. Vous avez l'air plus gentil maintenant, c'est curieux, je ne sais pas, c'est là vous allez dire un petit peu... je ne sais pas s'il y avait temps pour des questions, s'il y a... Je ne vous regardais pas en fait au début, c'est pour ça. Oui. Alors, théoriquement, il y en a eu jusqu'à 800. Bon, on en a perdu beaucoup par rapport aux inondations. Jean-Paul.